Salut Thomas. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet lourd, très lourd. Tu m'as dit qu'on allait parler de la fin du monde, mais pas celle causée par un astéroïde ou une invasion alien. On va parler d'un monstre invisible qui vit dans nos mathématiques. C'est bien ça? C'est exactement ça, Sarah. On va parler de Moloch. Et je te préviens tout de suite, une fois que tu as vu Moloch, tu ne peux plus jamais l'ignorer. Il est partout, dans ton téléphone, dans ton bureau, dans les négociations climatiques. C'est le dieu des sacrifices inutiles. C'est la raison pour laquelle, même quand tout le monde veut faire le bien, le résultat final est catastrophique. D'accord, tu me fais un peu peur là. Mais avant de plonger dans la déprime totale, est-ce qu'on peut commencer par une image simple? Tu m'avais parlé d'une histoire de stade de concert. Oui, c'est l'analogie parfaite pour comprendre le piège. Imagine, Sarah, on est au Stade de France. Il y a 80 000 personnes. C'est un concert incroyable, disons les Rolling Stones. Tout le monde est assis. L'ambiance est géniale, on voit bien la scène, on est confortablement installé dans nos sièges en plastique. Tout va bien. Jusque-là, ça me va. Je suis assise, je vois Mick Jagger, je suis contente. Voilà. Mais dans la rangée devant toi, il y a un type un peu trop enthousiaste. Appelons-le Kevin. Kevin, il est super fan. Alors, pour avoir une vue un tout petit peu meilleure, ou juste pour exprimer sa joie, il se lève. Juste lui. Ok, donc Kevin est devant moi, il me gâche la vue. Exactement. Kevin a amélioré sa situation personnelle. Il voit mieux, il danse. Mais toi, juste derrière, tu ne vois plus rien. Tu as le dos de Kevin en gros plan. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as deux choix. Soit tu restes assise et tu regardes son t-shirt pendant 2 heures, soit tu te lèves aussi pour récupérer ta vue. Je me lève. Je n'ai pas payé 100 € pour regarder un dos. Logique. Tu te lèves. Donc maintenant, tu vois aussi bien qu'avant, quand tu étais assise. Tu n'as rien gagné par rapport à la situation initiale. Tu as juste rétabli l'équilibre. Mais le problème, c'est que la personne derrière toi, maintenant, elle ne voit plus rien à cause de toi. Donc elle se lève aussi. C'est une réaction en chaîne, une vague. En quelques minutes, les 80 000 personnes du stade sont debout. Et là, on arrive au cœur du problème. Faisons le bilan. Au début, tout le monde était assis et voyait bien. À la fin, tout le monde est debout et voit bien. La qualité de la vue est identique. Sauf que maintenant, tout le monde est debout. Tout le monde a mal aux jambes, tout le monde est inconfortable. On a collectivement dépensé de l'énergie pour un résultat nul. C'est vrai que c'est absurde quand on y pense. Si on s'était tous mis d'accord pour rester assis, on serait tous mieux. Et c'est là le piège, Sarah. C'est là que Moloch rigole. Parce que imagine que tu es au milieu de ce stade où tout le monde est debout. Tu te dis, c'est stupide, je vais me rasseoir pour montrer l'exemple. Si tu te rassois, tu ne sauves pas le monde. Tu deviens juste la seule personne qui ne voit rien et qui se fait piétiner. Tu es obligé de rester debout, même si tu détestes ça, juste pour ne pas perdre le peu que tu as. C'est ça, Moloch. C'est un système où les incitations individuelles nous forcent à dégrader le bien-être collectif. C'est fascinant et terrifiant parce que personne n'est méchant dans cette histoire. Kevin voulait juste voir, moi je voulais juste voir. Personne n'a décidé, gâchons le confort de tout le monde. Ça s'est fait tout seul. C'est exactement ça. Ce n'est pas de la malveillance, c'est des mathématiques, c'est de la théorie des jeux. Et le stade, c'est l'exemple gentil. Si on applique ça au monde réel, ça devient beaucoup plus sombre. Alors allons-y, sortons du stade. Où est-ce qu'on voit ce mécanisme à l'œuvre aujourd'hui? Tu m'as parlé des réseaux sociaux. Oui, Instagram est un temple dédié à Moloch. Prenons les filtres beauté. Au début de l'application, les gens postaient des photos naturelles. C'était sympa. Puis quelqu'un a commencé à utiliser un petit filtre pour lisser la peau. Juste un peu. Cette personne a eu plus de likes. Elle a eu un avantage compétitif. Comme Kevin qui se lève dans le stade. Exactement. Les autres influenceurs ont vu ça. Ils se sont dit, si je ne mets pas de filtre, j'ai l'air fatigué à côté d'elle. Donc ils ont mis des filtres. Puis des filtres qui agrandissent les yeux. Puis qui changent la structure du visage. Aujourd'hui, si tu scrolles sur Instagram, tu vois des visages qui sont biologiquement impossibles. C'est vrai? Et si tu postes une photo sans filtre aujourd'hui, tu as l'air, je ne sais pas, terne, malade, alors qu'en fait tu es juste normal. C'est ça la tragédie. La norme s'est déplacée. Tout le monde utilise des filtres, donc personne ne sort du lot grâce aux filtres. L'avantage est annulé. Mais le coût, lui, il est énorme. Le coût, c'est la dysmorphie corporelle, c'est la dépression chez les ados, c'est l'incapacité d'accepter son propre visage dans le miroir. On est tous debout dans le stade de la beauté numérique. On a tous mal aux jambes, mais si tu t'arrêtes, tu disparais de l'algorithme. C'est une course vers le bas, une course vers l'enfer en fait. Et ça s'applique à des choses plus graves que des photos, j'imagine. Bien sûr. Parlons de choses sérieuses. Parlons de survie de l'espèce. La course aux armements. C'est l'exemple classique. Imagine 2 pays, le pays A et le pays B. Ils sont en paix, mais ils se méfient. Si le pays A construit un super missile, il se sent plus en sécurité. Donc le pays B panique. Voilà. Le pays B se dit, si A a un missile et que moi je n'ai rien, je suis mort. Donc le pays B construit 2 missiles pour rétablir l'équilibre et avoir une marge de sécurité. Le pays A voit ça, panique et construit un bouclier antimissile et 10 nouveaux missiles. Et on continue comme ça jusqu'à avoir de quoi faire sauter la planète 50 fois. Exactement. Regarde le résultat final.
Au début, les deux pays avaient 0 dépenses militaires et étaient en sécurité relative. À la fin, les deux pays dépensent 50% de leur PIB en armes. Ils ont des milliers de têtes nucléaires pointées l'un sur l'autre. Le risque d'accident est maximal. Ils sont beaucoup moins en sécurité qu'au début et ils sont beaucoup plus pauvres. Mais, et c'est là le point crucial, Sarah, aucun des deux ne peut s'arrêter unilatéralement. Si le pays A dit c'est bon, j'arrête, je détruis mes armes, le pays B me contrôle. C'est un piège parfait. C'est déprimant parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Et j'imagine que le sujet du moment, l'intelligence artificielle, c'est le même délire? C'est le Moloch ultime. C'est peut-être celui qui va nous avoir pour de bon. Regarde ce qui se passe dans la Silicon Valley. Tu as Google, OpenAI, Meta, Anthropic. Tous les ingénieurs de ces boîtes en privé te disent la même chose. On va trop vite. On ne teste pas assez la sécurité. On est en train de créer quelque chose qu'on ne comprend pas totalement. Il y a un réel risque que l'IA devienne incontrôlable. Alors pourquoi ils ne font pas une pause? Ils ont signé des lettres ouvertes, non? Ils signent des lettres le jour et ils codent la nuit. Pourquoi? Parce que le PDG de Google se dit « Si je fais une pause de 6 mois pour vérifier la sécurité, Microsoft ne va pas s'arrêter. Ils vont prendre le marché. Je serai obsolète. Je serai mort économiquement. » Et le PDG de Microsoft se dit la même chose à propos de la Chine. Si les Américains ralentissent, les Chinois vont nous dépasser et on aura une super intelligence autoritaire. Donc tout le monde court vers le précipice en sachant qu'il y a un précipice juste pour arriver le premier? Ils courent vers le précipice parce que courir est la seule stratégie qui permet de survivre à court terme, même si ça garantit la destruction à long terme. C'est ça le paradoxe. Chaque acteur agit rationnellement pour son propre intérêt immédiat, et l'ensemble de ses actions rationnelles produit un résultat irrationnel et suicidaire. C'est pour ça que Scott Alexander utilise le nom de Moloch. Moloch, c'était une divinité cananéenne à qui on sacrifiait des enfants pour obtenir la prospérité. Aujourd'hui, on sacrifie notre futur, notre santé mentale, notre écologie, non pas parce qu'on est méchant, mais parce que le système nous punit si on ne le fait pas. Attends Thomas, il faut qu'on creuse un peu le mécanisme, parce que souvent on aime bien trouver un coupable. On se dit c'est la faute du capitalisme, c'est la faute des politiciens corrompus, c'est la faute des milliardaires égoïstes. Tu es en train de me dire que ce n'est la faute de personne? C'est la faute de la structure même du jeu. C'est ça qui est difficile à accepter. On adore les histoires avec des gentils et des méchants. Si Jeff Bezos est méchant, il suffit de le remplacer par quelqu'un de gentil et le problème est réglé. Mais Moloch nous dit non. Si tu remplaces le PDG d'une compagnie pétrolière par un écologiste convaincu, il a deux choix. Soit il continue à polluer pour rester compétitif, soit il arrête. L'entreprise fait faillite, elle est rachetée par un concurrent qui polluera encore plus, et l'écologiste est viré. Donc le système sélectionne les acteurs qui jouent le jeu de Moloch. Précisément. Le système filtre. Ceux qui refusent de sacrifier leur valeur au profit de l'efficacité concurrentielle sont éliminés par la compétition darwinienne du marché ou de la géopolitique. Ceux qui restent, ce sont les acteurs qui servent Moloch le plus efficacement. C'est une faille mathématique dans les systèmes multi-agents. Tant que tu as plusieurs entités en compétition pour des ressources limitées, sans autorité centrale pour les forcer à coopérer, Moloch apparaît. Ok, l'image est très claire et très sombre. On est dans le stade, on a mal aux jambes, on pollue, on stresse et on construit des robots tueurs. Thomas, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a une solution. Comment on tue un dieu? On ne le tue pas avec des armes, ça c'est sûr. On le tue avec de la coordination. C'est le seul antidote. Pour sortir du piège du stade, il faut que tout le monde s'assoie en même temps. Mais tu as dit que c'était impossible parce que le premier qui s'assoit perd. Sauf si on change les règles du jeu. La solution, c'est ce qu'on appelle des accords contraignants. Il faut créer une situation où personne ne peut trahir sans payer un prix énorme. Regarde le protocole de Montréal dans les années 80. C'était pour la couche d'ozone, c'est ça? Les CFC? Oui, les gaz dans les frigos et les lacs détruisaient la couche d'ozone. C'était un problème typique de Moloch. Si une entreprise arrêtait d'utiliser des CFC, ses produits coûtaient plus cher, donc elle perdait des parts de marché. Personne ne voulait bouger. Mais là, miracle, les gouvernements du monde entier se sont réunis. Ils ont dit, on interdit tous les CFC, partout, à la même date. Et si un pays ne signe pas, on lui met des sanctions commerciales énormes. Donc ils ont forcé la coopération, ils ont forcé tout le monde à s'asseoir dans le stade. Voilà. Et comme tout le monde a dû arrêter en même temps, personne n'a été désavantagé par rapport à son voisin. L'équilibre a été préservé, mais à un niveau plus sain. La couche d'ozone est en train de se réparer. C'est la preuve qu'on peut vaincre Moloch. Mais c'est super dur à faire, non? Surtout quand il s'agit de l'IA ou du climat global. Il y a toujours un pays qui a intérêt à tricher. C'est extraordinairement difficile. Ça demande une confiance immense et des moyens de vérification. Pour le nucléaire, on a des inspecteurs qui vont vérifier les centrales. Pour l'IA, on n'a rien de tout ça pour l'instant. La solution passe par la technologie de la coordination. Comment prouver à l'autre que je ne suis pas en train de construire une arme en secret? Peut-être que la blockchain aidera. Peut-être qu'il faut une gouvernance mondiale plus forte. C'est un peu le paradoxe ultime. Pour sauver notre liberté individuelle, on doit accepter des contraintes collectives beaucoup plus strictes. C'est ça, ou la falaise. Si on laisse la liberté totale de la compétition agir, on finit tous debout dans le stade jusqu'à l'épuisement total. La vraie liberté, c'est d'avoir la capacité de se coordonner pour dire stop. Moloch se nourrit de notre manque de confiance les uns envers les autres. Si on arrive à bâtir des ponts de confiance incassables, Moloch meurt de faim. Donc le combat du 21e siècle, ce n'est pas gauche contre droite ou Orient contre Occident, c'est l'humanité contre Moloch. C'est le seul combat qui compte. Tout le reste, c'est du bruit. Si on ne résout pas le problème de la coordination, l'IA ou le climat ou la guerre biologique nous aura. Mais si on comprend que notre ennemi n'est pas l'autre, mais la dynamique du jeu elle-même, alors on a une chance. On va essayer de garder cette petite lueur d'espoir. Merci Thomas. Je ne regarderai plus jamais un concert, ni mon fil Instagram de la même façon. Désolé pour le mal de tête, mais mieux vaut être lucide que piétiner. C'est le mot de la fin. À la semaine prochaine.